Voilà, donc le déroulé aujourd'hui, je vais rapidement présenter Alizé et Clément Gaillard, mais qui se présentera après aussi. On va faire un petit focus rapide sur le contexte et les enjeux donc, liés au confort d'été dans la rénovation. Je vous donnerai rapidement aussi quelques ressources et contacts, et après donc, on laissera la main à Clément pour nous présenter toutes ces solutions sur le confort d'été. Et donc après, il y aura évidemment un petit temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc rapidement, Alizé, c'est une association qui a 30 ans d'expertise sur les sujets de maîtrise de l'énergie et d'énergie renouvelable. On est sur 2 départements, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, avec 3 antennes aujourd'hui, donc Angers, Nantes et Saint-Nazaire, avec environ une soixantaine de salariés. On travaille donc, sur les thématiques liées à l'énergie, donc énergie renouvelable, rénovation énergétique. C'est chez Alizé que sont les conseillers France Rénov sur la plupart des territoires du 49 et du 44. Donc, voilà, maîtrise de l'énergie, mobilité, éducation aussi à l'énergie. Donc, ce qui nous amène à travailler avec un public assez varié. Et donc, comme l'a dit Sylvain, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Clément Gaillard, qui est fondateur du bureau d'études Freyot à Montpellier et expert sur les sujets de conception bioclimatique. Mais je pense qu'il se présentera un peu plus juste après. Donc, sur le contexte et les enjeux, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit une époque de changement au niveau de notre climat. Euh, donc on a le GIEC, donc le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, quelque chose comme ça, qui étudie justement ces questions et qui publie régulièrement un rapport avec des études et des prospectives sur le changement du climat. En 2022, il y a eu le premier rapport du GIEC des Pays de la Loire. Je vous invite vraiment à aller le voir. Il est assez bien fait avec beaucoup d'illustrations, de cartes, etc. Et là, vous avez par exemple une carte qui donne ce que pourraient être les vagues de chaleur donc, dans notre région si les températures continuent d'augmenter. Les 3 premières cartes, c'est le scénario optimiste du GIEC. Donc, si on arrive à limiter le réchauffement sous la barre des 2 degrés, on voit que ça ne change pas grand-chose du coup au niveau du nombre de jours de vagues de chaleur. On reste autour de 10-15 jours par an. Mais les 3 cartes du dessous, là, c'est plutôt le scénario pessimiste. Donc voilà, si on continue sur la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre actuelle, on voit que en 2085, on arrive plutôt autour de 65-70 jours de chaleur, de vagues de chaleur par an, ce qui est assez conséquent. Dans ce rapport, on nous dit que par exemple, Nantes pourrait avoir le climat de Biarritz en 2050. Donc voilà, ça donne un peu une idée de ce que ça peut donner. Et évidemment, ces augmentations de température, ça influe sur nos activités économiques, par exemple sur le rendement agricole, et ça va influer aussi évidemment sur le confort de nos logements, notamment en ville où on a cet effet d'îlot de chaleur qui est encore plus accru. L'enjeu aussi, du coup, c'est que quand on a chaud chez soi, on a envie d'installer une climatisation, sauf que la climatisation, ça consomme de l'énergie. Et l'ADEME a publié aussi un rapport en 2021, justement pour étudier un peu l'impact de cette climatisation. Eux, ils estimaient qu'en 2020, il y avait déjà 25% des logements qui possédaient un équipement de climatisation. Et ils estiment qu'en 2050, ça pourrait être 95%, donc la quasi-totalité. Et donc, évidemment, ça s'accompagne d'une forte augmentation des consommations d'énergie qui sont liées à la climatisation. Même si on se dit que même si les technologies évoluent et consomment moins, voilà, ça fait toujours des consommations en plus, des émissions de gaz à effet de serre en plus, qui participent à réchauffer le climat. Donc, vous comprenez bien que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Du coup, les pouvoirs publics commencent aussi un peu à s'emparer de ce sujet. Il y a l'ANA cette année qui avait fait une campagne de sensibilisation du grand public pour sensibiliser au fait que rénover, ça peut aussi participer au confort d'été. C'est un message qui n'était pas forcément trop mis en avant auparavant, mais là, voilà, ça commence aussi à émerger. Il y a l'ADEME aussi il existe depuis quelques années, mais un guide à destination du grand public sur comment garder son logement frais en été. C'est vraiment toute une série de mesures, on va dire préventives, pour justement éviter plutôt l'installation de climatisation. Donc ça aussi à diffuser.
Au niveau des aides financières, donc c'est un peu nouveau aussi, par exemple cette année dans le parcours accompagné de MaPrimeRénov', donc pour la rénovation d'ampleur, on peut intégrer dans l'assiette de dépenses éligibles des dispositifs qui améliorent le confort d'été du logement. Donc ça va être les brasseurs d'air, par exemple, et les protections solaires mobiles, donc les volets, ou les protections, enfin voilà, volets, etc. Pour les brasseurs d'air, il y a quelques exigences à respecter, notamment en termes de taille et d'acoustique. Voilà, pour les volets, il n'y a pas forcément d'exigences, mais en tout cas, ça peut rentrer dans l'assiette de dépenses éligible. En ce qui concerne l'aide de Nantes Métropole, donc mon projet Rénov', il y a une aide aux travaux qui peut être bonifiée quand on a recours à des matériaux biosourcés pour l'ensemble des isolants. Donc voilà, il y a une prime de 6 000 euros. Or, on sait qu'effectivement, les isolants biosourcés, certains en tout cas, vont avoir tendance aussi à améliorer le confort d'été. Donc là, ça peut aussi jouer dans ce sens-là. Et je donne rapidement donc, quelques ressources et contacts. En tout cas, quand vous avez des clients qui ont un projet de rénovation, n'hésitez pas à les orienter vers les conseillers France Rénov' du territoire. Donc voilà, on a rappelé le numéro de la maison de l'habitant et ils peuvent aussi prendre rendez-vous directement en ligne. Donc vous avez aussi le lien à côté. Pour répondre à vos questions, donc vous plutôt en tant que professionnel, on a une adresse mail donc, qui est mob-pro@alizé.org voilà, que vous pouvez utiliser pour nous écrire quand vous avez des questions qui concernent la rénovation, les aides financières, etc. Et il y a aussi, donc pour ce qui touche plus à mon projet Rénov', les aides de Nantes Métropole. Donc, vous avez une adresse mail dédiée pour mon projet Rénov' et on vous a remis aussi voilà, le site de Nantes Métropole où vous avez beaucoup d'informations sur mon projet Rénov', notamment les règlements de la subvention que vous pouvez retrouver. Et voilà, pour finir, quelques liens. Donc, le site de l'ADEME Plus fraîche ma ville, qui est plutôt dédié aux collectivités, mais il y a quand même pas mal de bonnes idées à aller chercher sur ce site. L'étude de l'ADEME dont j'ai parlé sur la climatisation dans le bâtiment, le lien aussi vers le rapport du GIEC des Pays de la Loire. Et on vous a remis le lien vers 2 replays de webinaires qu'on a fait en début d'année. Donc, le premier sur les aides financières, donc, notamment MaPrimeRénov', parce qu'il y avait eu pas mal de changements en 2024. Donc voilà, vous pouvez aller le consulter. Et en mois de mai, on avait fait aussi un webinaire avec Nantes Métropole sur les nouveaux règlements de la subvention Mon Projet Rénov'. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça si ça vous intéresse. Ok, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va essayer de parler de confort d'été et de conception bioclimatique. Donc moi, je m'appelle Clément Gaillard, je suis urbaniste et designer de formation et j'ai un bureau d'études qui s'appelle Freyo qui travaille sur ces questions. Alors, je travaille plutôt à l'échelle urbaine de l'îlot de chaleur et des problématiques de confort thermique. Donc, je réalise plutôt des simulations. Et je suis préoccupé par ces questions de confort d'été parce que c'est une problématique qui se développe de plus en plus et j'essaie de le porter dans les projets parfois que je peux faire auprès de particuliers quand je les accompagne sur des questions de rénovation, quand ils sont préoccupés par des questions plutôt de rénovation plutôt low-tech. Et l'approche que j'essaie d'avoir, voilà, je l'ai appelé design climatique, l'idée c'est vraiment de partir du potentiel climatique d'un lieu pour essayer de concevoir, en fait, de comprendre quels sont les besoins qu'on peut arriver à résoudre en fonction du potentiel du climat local dans lequel on se trouve. L'idée c'est aussi de programmer aussi en cohérence à l'échelle urbaine avec ces questions, voilà, ces possibilités climatiques locales et ensuite de proposer des stratégies passives appropriées et graduelles qui permettent de résoudre un certain nombre de problématiques de confort d'été, de confort d'hiver et aussi d'intersaison. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on part du climat pour arriver à résoudre un certain nombre de problématiques. Donc bien diagnostiquer le climat à la base. Donc, je m'inscris dans une démarche qu'on pourrait qualifier de conception bioclimatique. Euh, Cette démarche, on peut la définir comme l'art de construire en harmonie avec le climat. Alors, c'est une définition un peu générale. J'ai une définition que j'estime un peu plus précise. Donc, pour moi, la conception bioclimatique, c'est une méthode qui permet de concevoir des aménagements qui maximisent l'utilisation du potentiel d'un climat local pour répondre aux besoins de ses habitants. Donc, ça va être les questions de chauffage, de rafraîchissement, mais aussi d'éclairage naturel, d'air sain, etc. Donc, c'est comment est-ce que voilà, on va exploiter encore une fois ce climat pour répondre à ces besoins exprimés voilà, le plus simplement possible, on va dire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain nombre de points relatifs au confort d'été, les questions de justement comment est-ce qu'on comprend le climat, comment est-ce qu'on l'intègre,
les notions de contrôle solaire et d'apport solaire qui sont hyper importants, l'inertie thermique, la ventilation naturelle, la question du rafraîchissement plutôt à l'échelle urbaine, ça j'évoquerai un tout petit peu. Et enfin, je terminerai par le point qui me paraît le plus essentiel quand on questionne la rénovation, c'est ce qu'on appelle le nomadisme interne. Voilà, j'en parlerai un petit peu après. Donc, comprendre le potentiel climatique local, comment est-ce qu'en fait, on travaille une rénovation en intégrant ces questions climatiques? Alors, il y a deux types de données climatiques. Il y a des données qualitatives, ça va être le type de climat dans lequel on se trouve, un climat méditerranéen, etc. Ça va définir des types de temps, des types de saisons, etc. Ça va aussi, voilà, on aura un ensemble de témoignages sur, par exemple, la direction des vents, ça c'est des données plutôt qualitatives. Et puis, il y a toutes les données quantitatives, ça c'est les fichiers météo mensuels, agrémentés parfois, modifiés par les scénarios RCP du GIEC, etc. Les roses des vents, enfin tout un ensemble de simulations qui peuvent contribuer à ça. Mais on a toujours ces deux types de données, qualitatives et quantitatives. Ces données, on peut les représenter de plein de manières. Ça, c'est une représentation que je trouve intéressante, qui date des années 50. Ce qui est vraiment important pour moi d'intégrer, ça je l'évoquerai après, c'est de bien considérer toujours le delta de température, l'amplitude journalière des températures, parce que c'est vraiment ça qui pilote notamment les questions de rafraîchissement. On parle beaucoup de la température maximale journalière, mais la température minimale est un paramètre qui est déterminant. Ça, on va y revenir juste après. Et pour essayer de bien comprendre comment est-ce qu'on peut agir sur tel ou tel levier passif pour rafraîchir, bah, il faut repartir du diagramme bioclimatique dont vous avez un exemple ici. En gros, on a une zone de confort qui est globalement bien identifiée. On sait qu'elle se situe entre 20 et 28 degrés. Voilà, en partie étendue, on peut descendre un peu plus, vers 18. Et ensuite, en fonction de où est-ce qu'on se situe, on a différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Par exemple, voilà, quand on est dans un climat avec des températures plus élevées ici et une humidité de l'air qui est importante, bah, on peut encore privilégier jusqu'à un certain seuil la ventilation naturelle. Ce seuil-là, il est fixé autour de 32-33 degrés. Pourquoi? Parce que c'est la température de la peau. En fait, typiquement, au-delà, en fait, on se retrouve à ramener de l'air chaud sur la peau, donc on va plutôt aggraver l'inconfort thermique estival. Donc en fait, sur toute la gamme des températures qui se situent ici et des humidités relatives très importantes, on peut faire de la ventilation naturelle ou des brasseurs d'air, typiquement. Quand on est dans des climats plutôt des zones plutôt chaudes et sèches, on peut travailler sur la masse thermique du bâtiment, c'est-à-dire faire en sorte que le bâtiment puisse stocker de la fraîcheur pendant la nuit pour, la garder pour la journée. Donc c'est encore une fois, on va jouer sur le delta de température entre la nuit, et la journée. Donc ça marche plutôt dans les climats chauds et secs qu'on voit ici. Et après, il y a toute la gamme du rafraîchissement dit adiabatique par l'évaporation de l'eau. Là, c'est vraiment dans des climats très chauds et plutôt très secs. Je ne parle pas du confort d'hiver, on va rester sur cette notion de confort d'été. Donc déjà, rien que ce diagramme bioclimatique, il donne plein d'indications, notamment bah, sur les types de stratégies qu'on peut adopter en fonction de la période sur laquelle on se trouve. Et notamment, voilà, dans plein de logiciels, on peut arriver à avoir un diagramme de bioclimatique sur lequel on va pouvoir avoir, avec des fichiers météo au pas de temps horaire, identifier les moments, les nombres d'heures dans lesquels on va pouvoir faire de la ventilation naturelle, on va pouvoir faire du rafraîchissement par évaporation, du rafraîchissement par masse thermique, etc. Et on peut comme ça avoir une espèce de diagnostic sans faire de simulation a priori complexe de qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire en termes de rafraîchissement et de stratégie voilà, passive de confort d'été. Il y a aussi d'autres données qui rentrent en ligne de compte, notamment les données de Rose des vents, direction du vent, quand on peut faire de la ventilation transversale sans traversante. On l'évoquera après. Et après, on peut aller vers des données encore plus simplifiées. Par exemple, si vous baladez sur le site d'InfoClimat, vous avez des données mensuelles qui peuvent être assez utiles. Un exemple tout bête, on sait globalement que quand la température inférieure, la température minimale ne redescend pas en dessous de 20 degrés, en fait, c'est très compliqué de refroidir le bâtiment par ventilation, par surventilation pendant la nuit. Donc ce seuil de 20 degrés, qui correspond aussi au seuil des nuits dites tropicales en métropole, en fait, voilà, il y a aussi une raison en fait, physique, c'est qu'au-delà de 20 degrés, c'est très compliqué d'arriver à recharger le bâtiment en fraîcheur pendant la nuit. Et juste en se baladant sur le site d'InfoClimat, on voit en fait que sur la région parisienne, là j'ai pris une station plus dans le centre de Paris pour qu'on puisse avoir l'effet d'îlot de chaleur. En fait, bah, de mai à septembre, on a quelques nuits où en fait on est au-dessus de ce seuil de 20 degrés. Donc là, en fait, typiquement, le rafraîchissement par surventilation nocturne est complètement impossible, voilà, d'autant plus que la température est élevée. Et donc là, il faut aller vers des stratégies de rafraîchissement alternatives, typiquement les brasseurs d'air, des choses comme ça.
On peut voir ici, ça c'est plutôt avec un ensemble de relevés. Sur la période 2001-2021, on voit ici le nombre de nuits pour laquelle on est au-dessus de 20 degrés. Et on voit voilà, où là, des situations où ça devient voilà, impossible de rafraîchir par surventilation nocturne, a priori. Donc ça, c'est des données librement accessibles. Vous pouvez aller sur le site d'InfoClimat, vous balader dans les onglets climatologie et les retrouver. Et ça donne déjà un bon aperçu de ce qu'on peut faire ou ne pas faire en termes de rafraîchissement passif, quoi. Un élément indispensable du confort d'été, c'est le contrôle solaire. C'est, à mon sens, un élément voilà, qui est trop souvent négligé. Quand on parlait d'économie d'énergie, dans les années 70, le but, c'était justement de plutôt favoriser le confort d'hiver, donc de favoriser les apports solaires. Ça donnait des constructions comme ça. Voilà, avec, bien sûr, l'idée de prendre en compte la hauteur, la course du soleil, d'où l'intérêt de l'orientation sud, justement parce qu'en fait, on a, comment dire? On a une hauteur du soleil qui varie, de manière extrêmement prévisible, en fait. On est sur des orientations qui sont assez faciles à contrôler par des dispositifs fixes, malgré les limites qu'ils peuvent avoir, qu'on pourra évoquer. Mais bah, ça a donné lieu à l'ensemble de rénovations aujourd'hui qui sont assez connues, comme la transformation de la tour Bois-le-Pret à Saint-Ouen, avec typiquement des serres qui sont rajoutées sur les bâtiments pour augmenter les apports solaires et arriver à avoir des espaces tampons qui permettent d'augmenter la contribution des apports solaires. Mais il y a toute la thématique de la surchauffe en fait, qui intervient de plus en plus, avec comme stratégie un peu d'urgence, comme on voit dans les écoles et les lycées, notamment l'installation de films solaires qui peuvent avoir une efficacité sur certaines orientations qui ne reçoivent pas trop d'ensoleillement en hiver, typiquement des orientations ouest ou nord-ouest. Par contre, sur les orientations sud, les films solaires bah, en fait, vont aussi diminuer les apports solaires en période hivernale et aussi l'éclairage naturel, donc ils vont avoir un impact assez défavorable. Donc voilà, les films solaires sont un peu la question d'urgence pour essayer de résoudre ce problème des apports solaires qui est le problème délicat et le plus important quand on veut traiter du confort d'été. Il y a quelque chose d'important en termes de forme urbaine, c'est, avant de protéger les bâtiments, il faut savoir que les bâtiments peuvent se protéger entre eux, et ça pose des questions de forme urbaine. Quand vous allez voir, voilà, les grands boulevards plutôt larges qu'on peut faire aujourd'hui dans certaines ZAC, par rapport à certaines rues, plus étroites qu'on trouve dans le bâti ancien et dans les formes, d'urbanisme plus anciennes. Ben, dans les formes plus anciennes, vous avez ce qu'on appelle la protection mutuelle des façades. C'est le fait que les façades vont s'ombrager, entre elles, donc, en gros, vous avez des masques réciproques entre les bâtiments et ça a plutôt un intérêt pour le confort d'été à l'intérieur des bâtiments. C'est une problématique pour la question d'îlots de chaleur, mais voilà, pour le confort des bâtiments, confort thermique en journée, ça, c'est plutôt favorable. Donc ça plaide aussi pour c'est l'intérêt de revaloriser ces formes urbaines plutôt resserrées. Ça, c'est l'exemple ici qu'on peut trouver au Maghreb, et ça, c'est l'exemple qu'on peut trouver notamment à Arles, avec des formes urbaines assez resserrées. Et voilà, ça plaide aussi pour questionner la place aussi de l'albédo élevé. Alors, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont faites sur le cool roofing, etc. On pourra en reparler. Mais voilà, c'est toujours, il faut faire attention à où est-ce que sont placées les surfaces avec les albédos les plus élevés, parce que ben, typiquement, quand vous êtes dans des morphologies urbaines plus resserrées, ben, ça peut créer des interréflexions qui vont contribuer aux apports solaires, même d'ouvertures qui ne sont pas exposées à l'ensoleillement direct. En termes d'ombrage, il y a toutes les stratégies aussi apportées par les plantations. Historiquement, il faut savoir que les villes ont plutôt quand même détruit un certain nombre de patrimoines arborés. Donc, vous avez ici des exemples, notamment à Arles, dans le sud de la France. Il y a tout l'intérêt aussi des plantes grimpantes qui, à la différence des arbres, n'ont pas besoin de se créer un tronc, donc en fait vont pouvoir pousser beaucoup plus rapidement qu'un arbre. Donc ça va être le cas des glycines, des vignes vierges, etc., qui ont en plus l'intérêt de perdre leurs feuilles en période hivernale. Donc on va conserver des apports solaires bienvenus pour le confort d'hiver. Donc ça plaide aussi pour la mise en place de trajets de végétalisation, de plantation. Beaucoup de villes maintenant mettent en place des permis de végétaliser pour permettre aux habitants de planter en raie de façade. Là, l'intérêt justement, c'est d'avoir ces grimpantes qui vont limiter les apports solaires transmis par la maçonnerie, parce que voilà, elles vont ombrager les murs et parfois les ouvertures. Donc c'est une contribution qui est bienvenue et ça a plein de co-bénéfices. Il faut faire cependant attention aux questions de plantation massive. Vous avez des exemples en Chine de tours qui ont été abondamment végétalisées et qui ont été abandonnées en fait au bout de quelques mois parce que ça ramenait beaucoup trop de moustiques et d'insectes. Donc ça, c'est des exemples de bâtiments qui sont totalement abandonnés maintenant parce que voilà, la stratégie, ça a été de végétaliser abondamment, mais en fait, ça a ramené beaucoup plus de nuisances.
Donc toujours pareil, intégrer la question de l'entretien de ces plantations, de ces végétalisations, parce que c'est un gros enjeu. Donc j'évoquais les feuillages caducs, ça a un intérêt. La place des platanes qu'on peut trouver dans le sud de la France, avec le platane, l'intérêt c'est qu'il a une grande porosité visuelle en période hivernale. Donc ça permet de conserver vraiment des apports solaires bienvenus. Et il a un feuillage assez dense pour le confort estival. Quand on ne peut pas aller vers des stratégies de plantation, il y a toute la thématique bien sûr des brises-soleil. Toujours regarder un bâtiment. Si un bâtiment a les mêmes brises-soleil sur 2 orientations différentes, c'est qu'il y a un problème. Normalement, pour chaque orientation, en tout cas sud, et ouest, il faut des brises-soleil différenciées parce qu'on n'est pas du tout sur la même géométrie solaire, on n'a pas du tout la même course du soleil, donc ça, c'est important à bien regarder. Il y a des types de brises-soleil mobiles qui existent, qui peuvent être manipulés. Ça, c'est un retour d'expérience sur un lycée, qui est à proximité de Montpellier, au nord de Montpellier, qui possède des brises-soleil mobiles. La vraie contrainte, c'est qu'ils ont été installés il y a à peu près 10 ans. Et en fait, certaines tiges sont un peu trop fragiles. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils ont été manipulés, certains brises-soleil ont été cassés. Donc, voilà, sur les brises-soleil mobiles, il y a toujours cette difficulté de la durabilité de ces éléments-là qui doivent être bien investigués. D'où l'intérêt plutôt de typologie de brises-soleil fixe. Sur ce bâtiment, on a du fixe et du mobile. Donc, il y a un mix des deux. Et après, les formes de brise-soleil, il peut en avoir énormément. En brise-soleil fixe, on peut trouver toute une typologie. Donc, il y a tout un vocabulaire, une expression architecturale du brise-soleil qui est à valoriser. Et voilà, on peut trouver plein d'exemples intéressants. Ici, c'est des casquettes qui ont été installées sur la rénovation d'une école près de Montpellier. Et l'intérêt de ces casquettes, c'est qu'elles ont été positionnées voilà, pas tout à fait sur la partie haute de la baie. En fait, elles sont à une position supérieure, mais en fait, vous avez encore une zone ici qui permet en fait à l'éclairage réfléchi par le haut du brise-soleil de rebondir et en fait d'aller éclairer indirectement la salle. Donc là, c'est toute une stratégie aussi de polyfonctionnalité de ces brises-soleil qui peuvent faire effectivement permettre d'ombrager les ensoleillements directs, mais qui peuvent aussi permettre de réfléchir un certain ensoleillement pour quand même conserver un éclairage naturel satisfaisant. Donc il y a tout un dessin aussi assez fin de ce genre d'objet qui peut être travaillé. Voilà, après, il y a toutes les gammes des BSO que vous connaissez sans doute, les brises-soleil orientables. Je rappelle, ça c'est un truc un peu oublié, selon l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments, lors de l'installation ou du remplacement d'un système de refroidissement dans un local, toutes les baies qui ne sont pas orientées au nord doivent être absolument équipées de protection solaire, s'il n'en existait pas. Donc la loi impose l'installation de ces protections solaires en cas d'installation d'un système de rafraîchissement. Cette loi, aujourd'hui, elle est soit ignorée, soit pas appliquée. Donc c'est important d'en parler, de la diffuser le plus possible parce que normalement, voilà, vous ne pouvez pas avoir de bâtiment qui est rénové ou avec l'installation d'un système de rafraîchissement tant qu'il n'y a pas d'installation de protection solaire. Ça fait partie du package. C'est important aussi de valoriser les qualités patrimoniales de ces protections solaires. Si vous allez voir l'histoire de certaines régions, vous avez en fait des protections solaires qui vont être plus ou moins bien adaptées au climat local dans lequel on les trouve. Typiquement, les volets persiennés qu'on peut trouver en région niçoise qui permettent d'ombrager tout en préservant la ventilation naturelle sont intéressants. Ici, vous avez ce qu'on appelle les volets à double lame croisée qu'on trouve à Aix-en-Provence ou dans la région pareil d'Arles, qui sont des volets plus épais qui permettent d'avoir en fait une feuillure qui est bien dessinée pour justement limiter encore le facteur solaire et les apports par toutes les petites fentes. Donc voilà, bien insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a toute une thématique sur la question de la protection solaire dans les secteurs patrimoniaux. En fait, il faut valoriser les protections solaires parce qu'elles ont des qualités patrimoniales parfois. Elles renvoient à un patrimoine, à des traditions aussi locales en termes de savoir-faire. Et même à l'échelle des villes, en fait, si on va voir de vieilles peintures ou de vieilles cartes postales, de vieilles gravures, on voit qu'il y avait des protections, des ombrages dans les rues. Ici, par exemple, c'est une peinture qui montre une place à Avignon au 19e siècle. Ici, c'est une gravure qui montre Nîmes, pareil, au 19e siècle. On voit ces protections solaires tendues. Ça, c'est des cartes postales début 20e siècle qui montrent aussi des protections solaires verticales suspendues devant une ancienne poissonnerie. Ici, ce sont pareil, des peintures début 20e siècle qui montrent toutes ces toiles qui étaient tendues dans les rues pour les protéger. Et ça, c'est une carte postale de la rue de la Roquette à Paris. On voit en fait justement tous les magasins qui pouvaient être ombragés par ces grandes marquises avec ces toiles suspendues ici, qu'on voit partout. Pareil, ici, on voit sur un bâtiment un ombrage avec une espèce de toile qui est suspendue. Donc, encore une fois, la gamme de ces protections solaires, c'est important de les revaloriser, d'expliquer qu'elles ont un rôle, une contribution en termes patrimonial, quoi.
Voilà, je ne parlerai pas après des vols d'ombrage actuels, ça vous voyez. Il y a aussi toute une manière de revaloriser, comment dire, esthétiquement, de montrer l'intérêt de ces protections. Ça, c'est les ciels de rue qui ont été installés à Rennes, qui ont permis parfois de revaloriser certains quartiers qui étaient commercialement un peu en train de baisser l'activité. L'inertie thermique, je vais en parler un petit peu. L'intérêt de l'inertie thermique, il est intuitif parfois. Alors, il fonctionne jusqu'à une certaine limite, on pourra en discuter. C'est ce que vous ressentez typiquement quand vous rentrez dans un bâtiment qui est très inerte, très lourd, que ce soit des cathédrales, des choses comme ça, parce qu'il y a énormément de masse thermique, enfin voilà, de matériaux lourds qui vont stocker une certaine fraîcheur et qui vont avoir un déphasage sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On le retrouve aussi dans pas mal voilà, de bâtiments anciens, dans les caves notamment. Ces caves qui peuvent aussi parfois avoir voilà, un comportement hygrométrique, parce que vous avez de l'évaporation qui va se créer, donc ça va encore entretenir la création de fraîcheur qu'on peut avoir dans certains bâtiments. Donc l'inertie thermique aussi, elle va se traduire par à mesure qu'on va descendre en profondeur dans un sol, l'amplitude thermique voilà, va être atténuée. Ça, je pourrais revenir dessus. Et en termes de rafraîchissement, voilà, il faut savoir que dans les zones plutôt des climats chauds et secs, on trouve une abondance d'énergie thermique. Ça, c'est l'intérieur des maisons qu'on peut trouver en Algérie, au Bzab. Vous avez voilà, carrément du mobilier qui est intégré directement à la masse thermique formée par le bâtiment, qui sont intégralement faits en pierre et qui va contribuer justement à maximiser le confort d'été parce que, bah, en fait, quand on va s'asseoir, on va être à proximité de cette masse de matériaux, quoi. Voilà, les questions de déphasage thermique, on pourra en reparler. C'est des choses sans doute que vous connaissez un peu plus. On voit ça dans le bâti ancien. Ça, c'est des constructions des zones plutôt chaudes et sèches qu'on peut trouver aux États-Unis, dans l'Arizona et au Nouveau-Mexique, avec de toutes petites ouvertures orientées au sud et puis des murs massifs de 50 à 60 centimètres d'épaisseur en pisé, pour justement maximiser l'inertie des bâtiments. Ça plaide bien sûr l'inertie pour l'isolation thermique par l'extérieur, alors des matériaux plus ou moins biosourcés, ça c'est un sujet sur lequel on pourra revenir. Mais une des règles qui me semble intéressante quand on fait de la rénovation, c'est cette règle qui est donnée par Thierry Salomon. C'est le fait que dans une rénovation, il faut veiller à ce qu'au moins 50% de la surface des parois d'une pièce soit à forte inertie. Donc typiquement dans votre bâtiment, dans chacune de vos pièces, il faut faire en sorte que 50% des surfaces soient soit un mur de refend en pierre, un mur de refend en béton, des choses comme ça, qui vont apporter de l'inertie, qui vont contribuer à l'inertie de la pièce. Et je trouve que cette règle de 50%, elle a le mérite d'être simple à retenir et elle peut être intéressante justement pour maximiser un peu, pour améliorer l'inertie thermique d'un local et d'une pièce, quoi. Voilà, pour l'anecdote, dans les constructions bioclimatiques qui ont été expérimentées dans les années 70, on cherchait tellement à ramener de l'inertie thermique qu'on a même intégré l'eau comme matériau de construction. Ici, c'est une cuve qui contient 5000 litres d'eau, qui justement rapportait de l'inertie dans un bâtiment qui était déjà lui-même très inerte parce qu'en pierre. Mais pour encore en fait maximiser justement ces possibilités de déphasage thermique sur des grandes périodes. Voilà, c'est pas pour dire que l'eau redevienne un matériau de construction, hein, c'est pas pour ça, mais pour vous dire que ces questions d'inertie thermique, elles peuvent être investiguées assez loin, quoi. La ventilation naturelle, c'est un gros sujet. Historiquement, les villes sont plutôt protégées du vent, hein. Là, j'ai l'exemple d'Avignon, encore une fois, dans le sud de la France. En fait, vous avez des typologies de rues plutôt médiévales qui sont faites en chicane, parce que justement, le Mistral venant du nord, on voulait éviter qu'il pénètre justement dans les rues. Et les grandes percées qu'on voit au 19e, typiquement celle-ci, là, la rue de la République, sont des percées qui vont prendre le Mistral pour le coup et qui vont être très inconfortables en période hivernale. Donc, il y a toujours un peu une lutte contre le vent. Aujourd'hui, avec le changement climatique, la question de réintégrer les brises, réintégrer le vent revient pour maximiser le confort d'été. Il faut bien distinguer trois types de ventilation. La ventilation hygiénique, celle qui est réglementée par l'arrêté de 82, qui, elle, est quantifiée en mètres cubes par heure ou en volume par heure. Il faut aussi la différencier donc, de la ventilation pour le rafraîchissement direct des habitants, elle qui va être plutôt quantifiée en mètres par seconde. Donc ça, c'est la ventilation qui va agir sur l'évaporation au contact de la transpiration au contact de la peau pour rafraîchir directement la peau et la ventilation pour le refroidissement de la construction, qui elle, en fait, voilà, va être utilisée plutôt pendant la nuit pour faire de la surventilation nocturne. Et là, le paramètre déterminant, c'est pas tant la vitesse de l'air que le delta de température, ce que j'évoquais. Plus vous faites rentrer un air froid pendant la nuit, meilleur sera ce refroidissement par surventilation nocturne. Et ce qui est très important, c'est justement de bien distinguer ces trois types de ventilation parce qu'ils ne vont pas nécessiter les mêmes ouvrants, les mêmes types d'outils. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que celui qui est réglementaire, c'est justement le débit de ventilation hygiénique.
Et en fait, voilà, il faut arriver à bien le différencier. La question du rafraîchissement direct qui va plutôt intervenir à la vitesse de l'air, et celle du refroidissement, donc là, qui fait plutôt intervenir le delta de température, donc la différence de température que vous avez entre l'air intérieur et puis, l'air extérieur plus frais que vous faites rentrer. En termes de ventilation aussi, il faut faire, prendre conscience du fait qu'en ville, on est soumis justement à la rugosité urbaine. Vous avez la couche limite qui est plus importante, donc c'est très compliqué de savoir, donc sauf, à faire des simulations, des STD, pas des STD pardon, des CFD, donc de mécanique des fluides, pour, comprendre en fait comment vient le vent dans un bâtiment. C'est plus complexe parce qu'on est dans des zones qui créent beaucoup plus de turbulences. Ça, c'est lié à la forme même de la ville. Vous avez plein de dispositifs qui ont été expérimentés, par le passé, les systèmes de tours à vent, qu'on peut trouver en Égypte, en Iran. Ça, je ne vais pas revenir dessus parce que vous connaissez peut-être. Vous avez aussi les systèmes voilà, de combinés avec, de l'évaporation. Ici, ce sont les mouchards à biais qui étaient équipés de climatiseurs sahariens, donc en fait de jarres qui étaient poreuses et remplies d'eau pour créer en fait, un rafraîchissement de l'air qui passait autour de ces jarres, en fait, quand on ventilait les bâtiments. En zone tropicale humide, on voit en fait la grande porosité des bâtiments. C'est typiquement des zones des bâtiments qu'on trouve, donc qui appartiennent à l'architecture vernaculaire de la Colombie. On voit en fait qu'il y a tout un ensemble de ventilation, donc déjà traversante dans ce sens-là, et puis une évacuation de l'air chaud par la partie supérieure, ici. Donc différents systèmes de ventilation, un qui va jouer sur la stratification thermique et un autre qui va jouer plutôt sur la ventilation, directe par effet du vent. D'autres systèmes, ça c'est les tours à vent que j'évoquais juste avant, je vais pas revenir dessus. Ça, c'est d'autres types de bâtiments qu'on trouvait en zone tropicale, vous voyez, donc abondamment protégés par des brise-soleil et avec tout un système de ventilation de la sous-face de la toiture ici pour évacuer l'air chaud. Et une des manières de bien comprendre comment se comporte ce vent, c'est soit de faire les calculs de CFD, donc de la mécanique des fluides, soit aussi d'aller voir des retours d'expérience, des mesures qui ont pu être faites en soufflerie. Je voulais en proposer un certain nombre. Donc typiquement en soufflerie, en fait, on va mettre des fumigènes, on va envoyer du vent à une certaine vitesse, sur des maquettes et on va pouvoir identifier les zones de surpression et de dépression qui se créent sur un bâtiment pour essayer de comprendre comment, les masses d'air peuvent le traverser. Et ça, typiquement, on trouve des choses assez intéressantes, notamment sur la taille des ouvertures. Alors, le débit maximum, de circulation d'air, s'obtient quand les ouvrants sont de même taille de part et d'autre. Par contre, et ça, c'est assez intéressant, juste pour zoomer, la vitesse de l'air est plus élevée quand la taille de l'ouverture en entrée, donc face au vent, est réduite par rapport à la taille de l'ouverture en sortie. Globalement, on dit que si l'ouverture, en sortie est 2 fois plus grande que l'ouverture en entrée, ben, en fait, vous créez un effet Venturi, un effet d'aspiration et votre vitesse de l'air va être plus importante au niveau de l'entrée, à cet endroit-là. Ça, c'est intéressant justement pour arriver à avoir de la ventilation, pour le rafraîchissement direct des habitants, typiquement dans une chambre. On peut par exemple comme ça arriver à accélérer la vitesse de l'air de manière purement passive, juste en jouant sur la taille des ouvertures. D'autres choses aussi, on parle beaucoup de ventilation, traversante. La question aussi, c'est aussi l'aménagement des pièces, des cloisons. Comment est-ce qu'elles vont agir sur ces masses d'air? Comment est-ce qu'elles peuvent éventuellement créer des turbulences? Là, typiquement, vous voyez, quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez des ouvrants qui sont sur 2 façades décalées. Bah, en fait, l'inertie de la masse d'air fait que, vous voyez, votre ventilation est beaucoup moins, régulière que ici, où votre cloison est en fait, se situe directement au droit de l'ouverture. Donc voilà, il y a toujours un comportement un peu plus chaotique des masses d'air quand on commence à installer des cloisons. Bon, à l'échelle urbaine, il y a tous les effets de sillage qui peuvent être créés par les bâtiments, donc l'intérêt de les positionner en quinconce. Aujourd'hui, voilà, il y a des quartiers qui sont conçus avec cette prise en compte du vent. Là, j'ai pris le cas du quartier Port-Marianne à Montpellier, où en fait, il y a toute une logique de prise en compte de ces vents. On a des vents d'orientation nord-ouest là, qui arrivent par là, en plus là, qui passent au-dessus du Lez qui est juste ici, donc qui ont été intégrés à la conception. Donc ça, c'est des enjeux aussi importants. Positionnement des brise-vent, éventuellement qui peuvent jouer sur ça, ça je vais passer. Un truc qui est hyper, intéressant, c'est qu'on peut aussi, faire de la ventilation, dans des locaux mono-orientés. Ça c'est une chose qui a été étudiée par, Baruch Givoni, donc un ingénieur dans les années 70. Il a fait différentes simulations en soufflerie et notamment il s'est intéressé au positionnement en fait de saillies, en fait, saillies verticales, de part et d'autre des ouvertures et ça c'est assez intéressant, c'est que ça va créer, j'ai une image après, voilà, ça va créer une surpression sur la partie, en fait, comme ça, avec un vent qui arrive de manière, perpendiculaire, pas perpendiculaire justement, de biais, par rapport à l'ouverture. Ça va créer une surpression à ce niveau-là et vous avez ici une autre saillie qui va créer une dépression de ce côté-là et donc vous avez un balayage qui va se créer naturellement d'une ouverture vers l'autre. Ça, c'est des études qui ont été faites de manière, théorique, qui n'ont pas connu, à ma connaissance, d'application pratique. Je sais juste en Floride, ça a été testé une fois en 90, mais j'ai pas plus de retours d'expérience. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a tout un parc de logements, mono-orientés
Et on peut éventuellement réfléchir à ventiler naturellement ces bâtiments mono-orientés, justement en jouant sur le rôle de ces saillies positionnés de part et d'autre des ouvertures. Et ici, j'ai une illustration plus en 3D, enfin en tout cas en 3 dimensions. On voit justement ces saillies qui sont positionnées donc, respectivement à droite et à gauche de l'ouverture. Et l'intérêt, c'est que ça va créer ici une surpression à ce niveau-là. Vous allez avoir des turbulences et l'air va ressortir par la façade en dépression. Donc ça a un intérêt justement pour des vents qui vont arriver plutôt de biais par rapport à la façade. Donc il y a toute une gamme comme ça d'équipements pour la ventilation qui peuvent être déployés. Et il y a éventuellement des synergies à faire entre brise-soleil et justement ces saillies qui peuvent être utilisées pour la ventilation naturelle. Autre phénomène important, c'est l'effet de cheminée, le fait d'avoir du tirage thermique naturel, parce que le problème du vent, c'est qu'il est extrêmement variable. Autant je peux vous dire le 14 juillet à 14 juillet à 16 h, je suis à peu près sûr qu'il y aura un ensoleillement direct, autant je ne peux pas vous dire que le 14 juillet à 16 h, je suis sûr qu'il y aura du vent. Donc c'est un phénomène qui est variable. D'où l'intérêt de travailler plutôt sur l'effet de cheminée. L'effet de cheminée, ça va être de créer du tirage thermique, de créer des circulations d'air simplement par des différences de température. Ça, on l'observe dans le bâti traditionnel, notamment dans le cas de la ville de Nice. La ville de Nice, donc surtout dans le quartier du Vieux-Nice, vous avez des rues relativement étroites, avec des cours intérieures qui sont généralement vitrées ici, dans cette partie. Et en fait, traditionnellement, dans ce Vieux-Nice, jusque dans les 50-60, on arrosait en fait, ces rues, en fin de journée. Et l'idée justement, c'était d'augmenter le différentiel de température entre le point bas et le point haut ici. Et en fait, par l'échauffement qui se crée ici, vous avez une dépression qui se générait dans ces cours intérieures et vous évacuez comme ça l'air chaud et vous ventilez, donc certains bâtiments étaient ventilés de cette façon-là. Ça, c'était permis par toute une gamme de dispositifs architecturaux, donc ces cours intérieures très étroites, qui permettaient l'évacuation de l'air chaud. Vous avez toute la gamme du volet niçois que j'évoquais, qui est persienné pour justement favoriser la ventilation et toutes les impostes aussi, ventilées, qui permettaient de limiter les risques d'intrusion tout en permettant la circulation. Donc encore une fois, toute une gamme de dispositifs patrimoniaux qui doivent être à revaloriser parce qu'ils ont un intérêt, thermique pour le confort d'été. Sur les questions de ventilation par effet de cheminée, les meilleurs, ça reste actuellement les Anglais, parce qu'ils ont une réglementation beaucoup plus, libre sur ces sujets-là. Vous avez ici le BRE Campus qui est un bâtiment, assez intéressant, dans cette, perspective. Donc c'est une façade sud qui est ici. Vous avez ici des cheminées qui vont surchauffer par effet de l'ensoleillement direct et l'idée, c'est d'aller prendre l'air sur la façade nord pour, ventiler en fait tous les planchers intermédiaires pour en fait, arriver à les rafraîchir. Donc il y a tout un jeu comme ça d'évacuation, de l'air chaud ensuite par cette cheminée solaire et voilà, tout le bâtiment est conçu en ventilation naturelle selon ce principe. Alors ces principes de ventilation par effet de cheminée, ils arrivent petit à petit en France. Aujourd'hui, il y a des écoles qui sont conçues comme ça, notamment, les écoles des Boutours, à Rosny-sous-Bois. Voilà, petit à petit, on rattrape un peu notre retard sur la ventilation naturelle, par effet de cheminée, mais voilà, bon ça c'est assez lent pour le coup. Autre chose, quand on n'a pas de vent, on peut arriver à en créer, notamment par les brasseurs d'air qui sont un dispositif assez intéressant. Les brasseurs d'air, ils ont une efficacité qui peut être, voilà, qui peut être limitée jusqu'à grosso modo 32-33 degrés. Il y a des articles scientifiques qui évoquent l'efficacité des brasseurs d'air pour des températures plus élevées, donc ça reste un sujet de savoir s'ils sont pas aussi efficaces pour des températures plus importantes. C'est voilà, faut encore que j'investigue le sujet, mais ça reste assez ouvert encore. L'intérêt des brasseurs d'air, c'est, qu'ils permettent justement donc de créer en fait, une évaporation au niveau de la peau. Donc ça crée un type de confort qui est différent. C'est des dispositifs qui consomment assez peu, une dizaine de watts, pour, voilà, les plus économes, qui sont relativement, peu brillants, je l'ai dit, qui peuvent être aussi, intéressants parce qu'ils vont, brasser l'air, donc ils vont aussi imiter, les moustiques, notamment dans les chambres, ça a un intérêt pour ça et ils peuvent être utilisés éventuellement aussi pour le confort, d'hiver, parce qu'ils vont permettre de déstratifier, l'air chaud qui aura tendance à monter dans un local. Donc voilà, ils ont plein d'intérêts les brasseurs d'air. Encore une fois, aux États-Unis, il y en a beaucoup plus qu'en France. Donc ça va se développer au fur et à mesure, mais c'est un dispositif vraiment vraiment intéressant. Je regarde le temps. OK, stocker la fraîcheur et évaporer, ça, je vais en parler très rapidement. C'est plutôt sur la place des patios pour le confort thermique. Bien, intégrer aussi la question de l'environnement dans un bâtiment. Et voilà, historiquement, quand on voit les morphologies plus anciennes, vous aviez des fontaines qui étaient mises dans des zones plutôt encaissées pour, en fait, essayer de faire en sorte de créer si vous voulez, une bulle d'air frais qui va plutôt stagner en fond de cour ou en fond de petites placettes. Donc ça, c'est l'effet qu'on a dans les patios. Voilà, on peut l'observer dans des cours très étroites.
C'est un relevé qui a été fait à Arles sur des cours vraiment très étroites et ombragées, où justement là, on arrive à maintenir des températures assez faibles en fait toute la journée, parce qu'on a une typologie très encaissée qui permet justement de conserver la fraîcheur. La place de l'eau aussi en ville, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, il y a d'autres dispositifs de rafraîchissement qui vont fonctionner sur l'évaporation de l'eau. Ça, c'est des exemples qui ont pu être testés en Espagne dans les années 90. C'est des systèmes de brumisation, en fait, on brumise de l'eau ici en partie haute et l'eau va avoir le temps de s'évaporer jusqu'au moment où elle va descendre, en fait, par gravité. Et en fait, ici, vous vous retrouvez avec un air qui va être rafraîchi naturellement, qui va être plus lourd, donc qui va pouvoir descendre. Et ça, l'intérêt de ces systèmes de brumisation, c'est qu'on utilisait de l'eau qui n'était pas justement potable, parce qu'en fait, elle était intégralement évaporée en arrivant en bas. Donc voilà, plein de systèmes qui vont être basés sur la notion d'évaporation, mais toujours une des règles qu'on observe ici, comme dans tous ces patios, c'est le fait que la masse d'air que vous voulez rafraîchir, il faut qu'elle soit soustraite aux effets de la convection extérieure. Donc, en fait, la masse d'air que vous voulez rafraîchir, elle va être isolée quoi, de l'extérieur. C'est le principe des patios, quoi, grosso modo. Dernière chose, ça, je voulais l'évoquer un peu plus longuement parce que ça me paraît important. Historiquement, quand on étudie la manière avec laquelle les bâtiments étaient habités, par le passé, on se rend compte, en fait, la fonctionnalité des pièces n'était pas aussi bien définie que ça ne l'est aujourd'hui. En fait, typiquement, vous aviez ça, c'est pour le coup, c'est des palais, donc c'est des habitats plutôt prestigieux. Vous aviez des palais en Iran, vous aviez des terrasses qui étaient plutôt occupées le matin ou plutôt la soirée en fonction de leur exposition. Et ça s'oppose plutôt à une approche très, monofonctionnelle des espaces qui s'est développée dans l'architecture bourgeoise, puis dans la modernité, avec l'idée qu'une pièce égale une fonction et que cette fonction, ne bouge pas toute l'année. En fait, ça c'est un problème parce que, ben, il y a des orientations qui sont très inégalement vulnérables pour les questions de confort d'été. Typiquement entre une orientation est et une orientation ouest, en fait, vous ne vous retrouvez pas du tout dans les mêmes, types d'exposition. À l'est, vous avez un soleil du matin et normalement, votre température de bâtiment est la plus faible, sur un cycle de 24 heures, en fait, parce que vous avez le soleil, normalement, le bâtiment s'est refroidi pendant la nuit. Tandis que quand vous recevez le soleil à l'ouest, ben, vous avez déjà le bâtiment qui a surchauffé toute la journée, plus vous prenez les apports solaires jusqu'en début de soirée et en fait, là, vous créez vraiment un effet four solaire, quoi, sur l'orientation est qui est assez dangereux même pour les habitants qui s'y trouvent, quoi. Si vous mettez une chambre à l'ouest, c'est presque criminel, si on veut. Et ça voilà, la question de nomadisme, c'est justement insister sur le fait que il existait, en fait, dans l'architecture traditionnelle, une utilisation des espaces plutôt en fonction de leur orientation. Là, je voulais prendre l'exemple d'une petite construction, qui a été étudiée, à la fin des années 70 dans les Corbières. Donc les Corbières, c'est proximité de Perpignan. Et en fait, c'est une construction dans laquelle on trouve, 2 chambres, une chambre d'hiver et une chambre d'été. Alors la chambre d'hiver, elle était collée, à la cuisine, pour bénéficier des apports internes, et en plus, elle était orientée à l'ouest, donc il y avait quand même certains apports, solaires en fin de journée et cette chambre d'hiver, elle n'était pas du tout occupée pendant l'été parce qu'il y avait une autre chambre d'été, qui elle était orientée au nord et à l'est avec une toute petite ouverture et en fait, les habitants, voilà, passaient, au fur et à mesure de l'année de cette chambre d'hiver à cette chambre d'été, revenir à la chambre d'hiver, et cetera. Donc il y avait tout un nomadisme interne, qui se développait. C'est une expression qui a été utilisée par les architectes Georges et Jeanne-Marie Alexandroff. Et ce nomadisme, en fait, on l'observe dans plein, plein, plein de typologies d'habitat vernaculaire. Ici, c'est par exemple les constructions qu'on trouve au Mzab, en Algérie, où en fait, ben, on va habiter, plutôt les terrasses pendant la nuit parce qu'on va bénéficier du refroidissement par rayonnement de grande longueur d'onde, donc on va pouvoir se refroidir beaucoup plus rapidement que dans les intérieurs beaucoup très inertes et qui vont avoir du mal à décharger, leur chaleur. Et ça a été réinvestigué récemment dans le cadre d'une exposition faite par le pavillon slovène, à la Biennale internationale d'architecture, où ils sont allés étudier justement toute cette typologie de nomadisme interne. Donc la place que pouvaient avoir les poêles dans les izbas russes. Donc les izbas, c'est les constructions traditionnelles russes. Donc les poêles, dans ces constructions-là sont de véritables lieux habités, quoi. Ils ont carrément des banquettes et voilà, parfois des lits qui sont intégrés. La place des lits placards aussi, ça on pouvait en trouver dans certaines régions en France. Et chose assez intéressante, il montre aussi dans habitat rural des différences entre des bâtiments qui étaient, voilà, dans un même bâtiment, des corps de bâtiments qui étaient différenciés en fonction du confort d'été et du confort d'hiver. Ça, c'est un exemple, en fait, où pour le confort d'hiver, on est dans des typologies plutôt un bâtiment qui va être surbaissé et puis pour le confort d'été, des bâtiments sur plusieurs étages pour essayer de bénéficier de la stratification thermique, avec même parfois des principes de faux plafonds mobiles. Ça, c'est des photographies qui ont été retrouvées. En fait, des faux plafonds étaient suspendus, pendant la période hivernale pour, en fait, limiter le volume à chauffer et puis retirer
pour la période estivale pour justement bénéficier de la stratification de l'air chaud qui aura tendance à monter. Donc, toutes des logiques d'isolation mobile qui sont assez intéressantes. Nous, on les connaît dans nos latitudes avec le cas des tapisseries et des tentures dans les châteaux, hein, qui étaient positionnés pour en fait, faire simplement effet de correction thermique au niveau des surfaces pour éviter l'effet de paroi froide. Et ça, c'est des stratégies de rénovation qui pourraient tout à fait être développées, travailler justement sur l'isolation mobile des surfaces. Et pour vous donner un exemple, pour vous dire que c'est pas seulement théorique, il y a une agence, d'architecture qui s'appelle TAC, Architecture, hein, qui est basée en Espagne, qui a rénové récemment un appartement de 110 carrés à Barcelone, un bâtiment assez mal orienté. C'est Barcelone ou Madrid, je sais plus. Mais bref, et en gros, la stratégie qu'ils ont eue, c'était justement de dissocier espace d'été et espace d'hiver. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est l'espace, d'hiver qui est en fait un espace qui va être, surélevé par rapport au sol, avec une hauteur sous plafond très, très, très faible. Et en gros, vous avez ici le principe de zoning thermique qui a été imaginé. Donc ça, c'est l'espace d'hiver que justement une chambre en enfilade, enfin plusieurs chambres en enfilade qui sont dans ce bâtiment-là, dans cette espèce de boîte dans la boîte qui est surisolée par rapport au reste. Et en fait, tout le reste de l'appartement va être utilisé plutôt pour le confort d'été, parce qu'en en fait, ils ont conservé la structure béton originelle, en fait, pour conserver l'inertie de ce béton. Et en fait, ici, on voit une stratégie de rénovation qui est assez maligne. Ils ont plutôt dissocié les espaces d'été et les espaces d'hiver dans la rénovation, plutôt que penser une stratégie pièce par pièce, en conservant la fonctionnalité des pièces toute l'année, quoi, si on veut. Ça, à mon sens, c'est une manière de rénover qui pourrait être développée, justement en essayant de penser les choses de manière un peu différente. Alors, ça va à l'encontre de tous les principes, les a priori qu'on a, hein, l'idée que la chambre reste la chambre toute l'année, mais ça a plein d'intérêts du point de vue thermique parce que du coup, on arrive à dissocier les espaces et on est plus stratège en termes justement de répartition des fonctionnalités en fonction des orientations, typiquement. Ça plaide aussi pour l'intérêt des espaces extérieurs. Typiquement, si vous êtes en période de canicule, il n'y a rien de mieux qu'aller dormir sur un balcon, parce que bah, c'est l'endroit où vous êtes le plus frais par rapport à votre chambre. Ça pose une autre question, c'est celle du confort acoustique. On a un gros sujet sur le confort acoustique en période de canicule. Pour vous donner une anecdote, Bruit Paris a évalué qu'un scooter qui traverse Paris en pleine nuit peut réveiller 11 000 personnes. Donc imaginez juste 10 ou 100 scooters ce que ça peut faire. Donc ça, c'est un gros sujet du confort acoustique dans les périodes de canicule. Mais voilà, il faut arriver à valoriser aussi les espaces semi-extérieurs comme étant des lieux potentiels intéressants pour le confort d'été en période nocturne. Il y a aussi la question des moustiques qui est investiguée parce que voilà, après ça peut se résoudre par des moustiquaires, des choses comme ça. Mais voilà, ces lieux-là doivent être aussi pensés quand on parle de rénovation pour le confort d'été. Et bien sûr, jouer sur toutes les questions liées à la maîtrise d'usage, comment est-ce qu'on insiste sur l'importance de fermer ses volets en journée, tous les enjeux liés au comportement aussi qui sont déterminants. Et une vraie question aussi, ça c'est plus global, c'est qu'est-ce qu'on fait des espaces de fraîcheur aujourd'hui? Et aussi, comment est-ce qu'on peut les penser comme des lieux plutôt collectifs? Vous avez un exemple qui est donné par l'architecte Lisa Hershong dans un livre génial qui s'appelle Architecture et volupté thermique, où elle évoque la place des temples en Inde, qui sont des lieux où il y a beaucoup d'eau justement, et qui sont des lieux de rassemblement, de rafraîchissement en journée. Donc elle insiste sur le fait que le rafraîchissement enfin, est une activité collective. Et ça pose aussi la question, par exemple, de la place des piscines, nous, dans les villes françaises, parce que c'est un sujet. Beaucoup de piscines ont fermé avec l'augmentation du prix du gaz, et c'est un drame dans pas mal de villes, parce que c'est aussi une manière de se rafraîchir pendant la journée, quoi, si on veut. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop rapide. J'ai essayé de tenir le temps. Oh, c'était parfait, Clément, tu es dans le timing. On a juste une question pour l'instant. Donc, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à le mettre dans le question-réponse. Donc, il y a Nicolas Parnaudot qui nous demande le quid des grimpantes sur les façades aveugles ont-elles vraiment un intérêt? Alors, en fait, si votre façade est exposée à l'ensoleillement direct, ça dépend de la couleur de votre façade, mais typiquement, une façade, elle peut monter à 40, 50 degrés. Derrière une grimpante, vous êtes sûr que votre façade, normalement, elle sera à la température de l'air, si vous voulez. Donc, ça, en fonction de l'isolation thermique de votre façade et de votre paroi, ça peut avoir un impact qui peut jouer, quoi, pour le coup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, il y a des questions dans le chat. Ah non, c'est des bonjours, d'accord, ok. Non. C'est que des bonjours et des merci. Bon. Bien.
Ok, bon, bah, si l'impact des toitures blanches, demande Caroline Michelot. Ouais, toiture blanche, gros sujet. Alors les toitures blanches, elles vont être efficaces sur des toitures déjà qui sont pas ou peu isolées. Ça, c'est une chose. Sur des bâtiments qui ont des grosses charges de climatisation, donc typiquement les entrepôts, les magasins, ça fonctionne très bien. Euh, donc voilà, ça, c'est deux paramètres importants. Il faut voir aussi l'équilibrage confort d'été, confort d'hiver qu'il peut avoir sur certains bâtiments. On voit par exemple des maisons en Bretagne qui commencent à faire du cool roofing. Question de savoir si on n'y perd pas un petit peu pour le confort d'hiver. C'est un sujet. Il faut pas oublier non plus l'entretien de ces trucs-là, de ces surfaces. Ces surfaces qui peuvent s'assombrir au bout de quelques années. Mais oui, typiquement, pour certaines toitures, voilà, pour des bâtiments qui consomment, qui ont des grosses charges de climatisation, avec des toitures peu isolées, c'est plutôt intéressant, ouais, effectivement. Là où par contre ça devient plus problématique, c'est quand on commence à mettre des revêtements clairs pour typiquement les bordures de bâtiments. Je ne sais pas ce qui est dans la région nantaise, mais par exemple dans le sud de la France, c'est un peu devenu une mode d'aller mettre du gravier blanc pourtour de son pavillon, quoi. Et en fait, ça, c'est un peu une catastrophe parce que ça augmente les apports solaires réfléchis par le sol. Donc, typiquement, voilà, le revêtement clair, OK sur les toitures, OK éventuellement sur les façades quand il n'y a pas de vis-à-vis et qu'on n'a pas de risque d'interréflexion. Par contre, sur le sol, c'est pas possible, pour le coup. Alors, peut-être éventuellement sur le sud de la rigueur, mais même encore, ça, c'est trop. Voilà, en tout cas, au niveau du sol, c'est pas possible. Merci. Et encore une autre question de Nicolas Parnaudot. La mobilité interne peut également concerner la hauteur d'un lit. Voilà. Oui. Exemple d'un lit mezzanine où peut-on dormir en haut en hiver et en bas en été? Ouais, il faut voir si le différentiel est si important que ça. Normalement, on ne doit pas avoir des différences de plus de 2, 3, 4 degrés. Ça commence à faire beaucoup quoi, entre le haut et le bas d'une pièce. Pour le coup, jouer sur simplement l'habillement peut peut faire la différence. Vraiment, la chose enfin, c'est assez efficace pour la nuit, c'est surtout les histoires de brasseurs d'air, de ventilateurs enfin, plafonniers, etc. Après, ça a une efficacité voilà, qui va être limitée par ces seuils de température, par aussi la tolérance à ces questions de confort d'été. Mais oui, je ne sais pas si on a des telles différences de température, mais ça peut être une hypothèse intéressante. Il y a un architecte qui s'appelle Philippe Ram qui, lui, travaille sur des grandes hauteurs de bâtiments et en fait, on peut passer d'un étage à l'autre. Mais pour lui, il imagine des gradients de 10 degrés entre le bas et le haut d'un bâtiment, mais 10 degrés, ça n'existe pas, sauf à avoir des pièces de 8 mètres de haut. Ouais, ces Répondu pour histoires de l'instant? nomadisme, c'est assez expérimental, hein, j'avoue. Il y a quelques rénovations, comme j'évoquais là, qui le font. Mais à mon sens, c'est une manière aussi de réinterroger voilà, notre manière de rénover qui reste sur une logique moderne où on pense toujours la fonctionnalité des pièces qui reste unique, enfin voilà, toute l'année, quoi.